Bonjour et bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui où on a rencontré Tania. Tania avec un Y comme notre persona. Yeah. Et oui, on est très heureuse. Et on a parlé de quoi aujourd'hui, Jennifer? On a parlé... T'es tellement sérieuse quand tu fais l'intro. Je suis comme, t'es trop sérieuse. Excusez-moi. Mais oui, on a parlé d'intersectionnalité et d'injustice systémique. Mais pas comme ça, là, mais ça... Oui, l'impact là, des inégalités dans le c'est système. ça, les inégalités systémiques et non l'injustice systémique. C'est ça, voilà. Bon, voilà. Et c'était une conversation qui était vraiment très agréable. Le sujet peut paraître un peu lourd, mais inquiétez-vous pas, vous allez voir que ça se passe tout en douceur, ça se passe dans les échanges d'idées, dans la perception qu'on peut avoir de certaines situations, dans l'éducation, dans un peu tout ça. C'est vraiment intéressant, puis je trouve que c'est porteur d'espoir de voir une personne qui est jeune avoir toutes ces connaissances-là, avoir tout ce dialogue-là, être capable d'aller chercher des idées puis d'avoir une expérience déjà. On dirait que c'est porteur d'espoir pour l'avenir, c'est porteur d'espoir pour demain. Fait que vraiment, je vous invite à aller écouter cette émission et par la suite à aller sur Patreon, voir la réponse aux questions. Peut-être que vous saurez si elle a un chat ou non. C'est un inside, mais bon, voilà. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. On parle de charge mentale. En fait, il faut être organisé. Les malades, c'est pas gérer ton foyer, ta famille ou bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, il faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça peut gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Bonjour Tania, bienvenue sur notre plateau. On est contente d'être avec toi aujourd'hui. Manu, est-ce que tu veux présenter Tania? Oui, je vais présenter Tania. Alors, Tania Pierre Saint-Dor est une bachelière en psychologie et on l'invite aujourd'hui pour nous parler de quelque chose qui a fait partie de ses études. Oui, absolument. Tania, pourrais-tu nous dire le thème d'aujourd'hui au niveau de l'épisode? Bien sûr. Donc, on va parler des inégalités systémiques et intersectionnelles qui affectent la santé en général des femmes noires. Et quand tu dis intersectionnel et systémique, est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi la différence? Parce qu'il y a des gens qui vont être comme « Oh, on est rendu à l'école, c'est Mais tout... » attends, on lui a pas posé nos questions de base. Non, mais là, c'est juste le thème. Après ça, je vais poser les questions de base. Mais elle va expliquer tout ça quand elle va expliquer le thème. Moi, je dis qu'on pose les questions de base. Avant Questions que de tu base, nous ok. expliques les différences entre les inégalités et le systémique et qu'est-ce que Manu a posé avec des si beaux mots de français, on a deux questions qu'on pose toujours à nos invités quand ils arrivent sur le plateau. Parce que sinon, après, la conversation va être lancée. Elle va être lancée. Puis, Non, je suis d'accord avec toi. On voulait savoir, en grandissant, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'il soit davantage abordé dans ta famille, autour de toi, pour te préparer davantage? Là? Un sujet qui était tabou. Me préparer à la vie? Ouais. C'est une très bonne question. Je dirais peut-être... qu'est-ce que c'est d'être noir, en fait? Parce que j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de personnes noires jusqu'à un moment donné où je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes non noires autour. Et j'ai eu un petit peu un identity crisis un peu où j'étais comme, OK, pourquoi je suis différente? Je savais qu'est-ce qui me rendait différente parce que c'était clair. Mais j'ai eu un peu j'avais de la misère de trouver... la fierté à m'affirmer en tant que personne noire. Ouais, un peu, qu'est-ce que je pense que peut-être je ferais pas avec mes enfants, mais que je ferais avec mes enfants, en fait, ça serait d'expliquer un peu c'est quoi d'être noir, c'est quoi dans la société, c'est quoi les impacts d'être une personne noire quand tu vis dans cette société dans laquelle on vit un peu. Ouais. Intéressant. Vraiment intéressant, oui. Puis, notre deuxième question, c'est à quel moment tu as pris conscience que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Quand même très jeune. Je
je suis une enfant un peu sensible quand j'étais jeune. Donc, j'ai quand même... qu'il fallait que j'en prenne soin. En prendre soin, ça a pris un peu plus longtemps. C'est quand je suis arrivée au cégep, quand même très longtemps, puis que j'ai commencé à étudier la psychologie, puis que j'ai réalisé que ta santé mentale, elle a un effet sur ta santé physique aussi. Et je sais que ça fait pas de sens, la santé mentale, il y a une valeur dans la santé mentale, mais le fait que ça affecte ta santé physique, ça m'a vraiment genre fait comme « Ah, mais c'est important d'avoir une bonne santé mentale. » Comme oui, c'est le fait que quand on te donne pas beaucoup d'outils, quand tu es plus jeune, tu valorises pas nécessairement ta santé mentale. Tu te dis, je vais figure it out at some point. C'est ça qui est ça. On met pas vraiment de l'avant la nécessité de voir des psychologues ou d'en prendre soin tout court. Fait que quand j'ai réalisé que, oui, mais le stress, c'est pas bon pour ton corps non plus, tu sais, tes muscles, ton rythme cardiaque, ça peut influencer. Mais là, je fais comme, peut-être que ça serait important d'investir dans ta propre santé mentale. Ouais. Fait que c'est les études. Oui. L'éducation, le fait d'en entendre parler, parce qu'avant ça, j'imagine que tu en avais moins entendu parler. Exact, oui. Maintenant, c'est le temps de nous expliquer l'intersectionnalité systémique, whatever, qu'est-ce qu'elle a dit tantôt. OK, parfait. Fait que les inégalités systémiques, c'est des inégalités qui sont un peu rooted, ancrées. Oui, dans les systèmes de la société, comme les lois, le système de la santé. C'est un peu pervasive. Je suis vraiment désolée. Pervers. Mais genre, tu le vois pas nécessairement. C'est pas... c'est insidieux, genre. C'est insidieux, exactement. C'est ça le mot. C'est insidieux. C'est pas quelque chose que tu vas voir nécessairement si tu ouvres le livre des lois. Oui. Whatever that Le is. code criminel. Le code criminel. Le livre des lois. On parle à la criminologue ici. Le code criminel. Oui, exactement. Mais quand tu analyses la façon que les lois ont été créées, tu peux réaliser que ça met certaines personnes à un désavantage comparé à d'autres. Les inégalités intersectionnelles, c'est l'idée que les différentes identités que quelqu'un a lui donnent une expérience différente de certaines inégalités comparées à d'autres. C'est pas... Si on va souvent dire que si t'es une femme, t'es noire, t'es disabled. Disabled? Avec un handicap. Ça te rend pire qu'une autre personne, mais c'est pas ça le contexte. C'est pas l'accumulation de tes identités, mais l'interaction que ces identités ont l'une envers l'autre qui crée une expérience unique à qui tu es, en fait. Ouais. Intéressant. Puis là, toi, tu as fait une recherche là-dessus dans le contexte d'un cours où tu as été chercher de la documentation, comme c'est... En fait, moi, à l'école, je faisais un mineur en genre, sexualité, féminisme, social justice, justice sociale, oui. On va préciser est-ce que tu allais à l'école en anglais? On va préciser oui, qu'elle ça le problème. était en anglais. C'est horrible. Mais non, c'est je suis francophone et c'est ça qui ça donne. Allez. Pardon, oui. C'est pour ça que les Québécois veulent absolument pas que leurs enfants aient la loi, là. Mais bon, oui, fait que j'ai pu en apprendre beaucoup sur les intersections, qu'est-ce que c'est d'être une femme, tout ce genre de choses. C'est ça qui m'a vraiment en appris plus sur le sujet, ouais. Puis avec la psychologie en même temps, ça fait boum. Puis j'ai fait un projet sur les vulnérabilités périnatales des femmes noires au Québec. Ouais, que j'ai eu la chance de présenter dans une conférence. Super le fun. Ouais, fait que c'est grâce à ces acquis-là que j'ai pu développer un super beau projet. Fait que quand tu as fait ce travail-là, dans le fond, tu allais regarder vraiment tout ce qu'il y avait comme une inégalité systémique, mais c'était vraiment ancré, ça touchait vraiment le système de la santé, parce que c'était en lien avec l'accouchement et compagnie. Puis c'est quoi un peu les conclusions que tu en as ressorties? OK, fait que
Les vulnérabilités périnatales chez les femmes noires aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très, pas tendance, mais qui est très... Étudier, observer. Oui, en ce moment, c'est vraiment... Moi, j'avais fait un cours là-dessus. Attends, faut que je le dise. oui. Mais j'avais fait un cours là-dessus, puis il disait que dans tous les pays, incluant les pays du tiers-monde, c'est aux États-Unis qu'il y a le plus de femmes qui meurent en couche. C'est fou. Oui. Ouais. En accouchant. Oui. C'est... Extrêmement. Puis, qu'est-ce qui a comme fait un peu exploser la littérature sur ça, c'est que Serena Williams, la joueuse de tennis, ben elle aussi, elle a eu des vraiment mauvaises expériences pendant son accouchement, puis tout au long de son parcours de maternité. Puis, ça fait réfléchir les gens à, même si tu as de l'argent, c'est pas nécessairement un buffer ou ça vient pas atténuer certaines inégalités qui sont présentes. Mais au Québec, c'est genre, cette littérature n'est pas présente. Moi, quand j'ai commencé mon projet, j'avais beaucoup d'ambition. Puis, j'ai réalisé très, très rapidement que la façon que le Québec ramasse des données, ben, c'est un peu colorblind, dans le sens qu'on ne va pas prendre des données avec l'ethnicité ou la race des gens souvent. On va donner des données, mais il n'y a pas de spécificité un peu. Fait que mon projet, il a été remodelé beaucoup, beaucoup. Puis aussi, veux pas, c'est un sujet un peu... on parle de la vulnérabilité des gens, donc en parler, c'est quand même très dur. Puis les femmes noires, on a souvent le « strong black woman », il n'y a rien qui me touche, il n'y a rien qui m'affecte, donc un peu se vulnérabiliser de cette manière-là, c'est quand même plus dur pour cette population-là. Fait que oui, mon projet a été un peu plus compliqué. J'ai dû utiliser beaucoup de données des États-Unis et un peu, tu sais, on n'est pas le même pays, province, que les États-Unis, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de similarités au niveau social. Fait que j'ai pu utiliser certains exemples ou certaines théories qui ont été testées aux États-Unis, puis un peu les appliquer ici. Puis, est-ce que tu avais plus de chances dans tes recherches, mettons, dans le Canada anglais ou même pas? Oui. Okay. Oui. Dans le Canada anglais, il y a plus de données. C'est pas aussi explicite qu'aux États-Unis, mais oui, il y en a plus en Ontario. Il y avait beaucoup de données en Ontario. Mais le Québec, on est un peu spécial dans la façon qu'on prend nos données. J'ai une question. Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que si on est un peu spécial dans la façon dont on prend nos données, c'est parce qu'on veut pas voir, mettons, on veut pas reconnaître qu'il y a des inégalités systémiques pour certains groupes de population, fait qu'on se ferme les yeux, puis après ça, quand on nous demande, on est comme, ben, c'est la même chose pour tout le monde? Absolument. Ben, notre premier ministre dit qu'il n'y a pas d'inégalité systémique dans notre société, il y en a partout, là. Même partout que tu vas en Afrique, que tu vas dans les Western Societies, il y en a partout des inégalités systémiques, tu sais, ici, dans le monde un peu américain, c'est souvent les personnes autochtones, les personnes noires, mais en Afrique, ça va plus être au niveau des classes, tu sais, il y en a partout. Puis le Québec, j'ai l'impression qu'à cause de notre histoire, on a un peu de misère à reconnaître les torts qu'on peut avoir en tant que Québécois. Fait que oui, absolument. Moi, la question qui me venait, c'est est-ce qu'il n'y a rien là-dessus? Parce qu'on se dit tellement que ça n'existe pas que ça ne sert à rien de ramasser des données. Ben, on va ramasser des données de quoi? C'est comme inexistant, alors on cherche à documenter l'inexistant. Fait que toi, tu penses qu'ils croient réellement que ça n'existe pas et qu'ils ne veulent pas le documenter? Moi, je pense plus qu'ils savent que ça existe, mais ils ne veulent pas le documenter puis ils veulent un peu cacher. Moi, je pense qu'on est dans un autre niveau d'ignorance. Dans un niveau d'ignorance comme quand tu parles avec quelqu'un qui en a jamais entendu parler, puis qui se dit ou qui... excusez, je réfléchis pendant que je parle! Parce que, je veux dire, si tu es dans un niveau d'ignorance, puis que tu te dis « Ah, mais non », puis qu'après ça, il y a des gens intelligents qui vont, puis qui disent « Il y a des inégalités systémiques qui arrivent », puis que tu es comme « Mais non », ben, tu vas quand même accepter de faire une étude pour aller confirmer que tu avais raison, puis accepter si tu as tort. Là, ils continuent de faire comme si... En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils veulent pas le voir, qu'ils savent très bien que c'est là, mais qu'ils veulent pas le voir, puis ils veulent pas que ça ressorte. Mais je pense aussi le fait qu'on est à côté des États-Unis, ça joue. Parce que les États-Unis, no offense to the States, mais c'est un petit peu une caricature. C'est genre, on n'arrive même pas à concevoir le fait qu'en Amérique, ben, dans un pays qui est civilisé, que
le système de la santé est aussi atroce. Et le fait qu'au Québec, peut-être qu'on a moins... Parce que, pas peut-être, en fait, on a beaucoup moins de femmes qui vont mourir. Mais on se dit, ben, si aux États-Unis, I think it was... Je vais pas dire la statistique parce que je suis pas sûre. Un chiffre important. Mais un chiffre important de femmes vivent des complications puis peuvent même mourir. Ben, ici, vu qu'on n'a pas de femmes qui vont mourir, ben, pourquoi on irait chercher les données? C'est pas that deep. Je pense que le contraste entre le Canada et les États-Unis, des fois, ça fait que ben, on pense qu'au Canada, tout va bien, fait que pourquoi chercher? Mais en même temps, quand j'entends ça, je pense aussi, par exemple, à l'avortement. Tu sais, l'avortement aux États-Unis qui est extrêmement difficile à obtenir versus au Canada ou dans d'autres pays. Mais ça aussi, ça peut être un impact. Tu sais, tu continues des grossesses qui sont dangereuses pour ta santé. Tu tentes des avortements maison qui deviennent dangereuses pour ta santé, qui se transforment en un accouchement avec des conséquences X, Y, Z. Fait que je pense que ça, c'est des choses aussi qui vont avoir un impact. Puis je pense que, tu sais, quand on parle de couleur de peau, de ressources, on sait qu'il y a des inégalités raciales beaucoup plus présentes aux États-Unis. Donc, peut-être qu'il y a certaines classes de population ou certains types de personnes qui vont davantage avoir recours à ça aussi. Fait que ça fait c'est sûr, ça fait augmenter la statistique drastiquement, là. Absolument. Absolument. Ça, c'est un exemple d'inégalité systémique. Parce que oui, c'est l'accès aux soins n'est pas permis à tout le monde. Parce que une personne qui est plus nantie qu'une autre, ben, tu cross state lines, tu vas quelque part d'autre pour faire avoir l'avortement. Mais une personne qui ben, n'a pas les moyens de faire ça, ben là, tu te retrouves avec qu'est-ce que tu as malheureusement. Le système. Oui, avec le système qu'on t'a donné. Moi, je vais aller dans le sens là aussi. J'aimerais savoir, c'est quoi les inégalités? Tu sais, les gens qui se disent, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute puis qui se dit, mais quelles sont ces inégalités pour ces femmes noires? C'est quoi qui ressort qui est le plus frappant? Mais oui, ça part ça, c'est un merveilleux exemple. Au Québec, c'est très insidieux encore. Parce que tu peux pas juste pointer à une loi ou à n'importe quoi, en fait, puis dire, oui, clairement, ça, c'est raciste, ça, c'est homophobe, parce que c'est pas fait comme ça. Mais quand tu creuses, c'est là que ça... les inégalités aussi, c'est tellement ancré dans notre système que c'est ancré dans notre façon de penser aussi. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, ben souvent, une croyance qui a été rejetée plusieurs fois, mais qui est encore très présente, c'est que les personnes noires, ben, on a une tolérance plus élevée à la douleur parce que notre peau, elle est plus dure. Ce qui n'est pas vrai. Mais à un moment donné, dans notre société, c'était une pensée qui était concrète, qui était basée dans la science. Et maintenant, ça découle tellement que jusqu'à maintenant, même si ça a été disproven partout, ben il y a encore des personnes qui ont ce genre de croyances. Alors moi, je me pointe à l'urgence, je dis que j'ai mal à 7 sur 10. La personne blanche dit qu'elle a mal à 7 sur 10. La personne blanche, elle a plus mal que moi. Exactement. Mais ça, puis même encore, moi, je me souviens, j'ai été à l'urgence un moment donné avec mon conjoint. Fait que c'est pas une femme blanche, c'est un homme... C'est pas une femme blanche. C'est pas une femme noire, c'est un homme noir. Puis il y avait une douleur, là, je me souviens plus où. Puis là, l'infirmière lui a dit c'est à combien votre douleur? Puis il y avait vraiment... Pour qu'il aille à l'urgence, là, il y avait vraiment mal. Fait que là, il a dit, genre, ma douleur est à 8 sur 10. Puis l'infirmière, elle l'a regardé, elle a roulé les yeux, puis elle a dit, franchement, 8 sur 10, monsieur, ça fait vraiment mal. Là, il était comme, mais j'ai vraiment mal. Tu me demandes ma douleur. Exactement. Fait que là, après ça, il était comme, yo, elle me croit pas que j'ai mal. Il était tellement, mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas seulement que je considère que l'autre personne, c'est que je vais même re-questionner. Est-ce que tu es sûr que tu as 8 sur 10? Franchement, t'exagères, tu mets de la sauce. C'est plus que ça. Exactement. Et ça devient tellement dangereux quand c'est des croyances que les personnes qui ont du pouvoir, tu sais, c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Parce qu'un docteur qui pense qu'une personne noire, ben, sa douleur est moins valide qu'une personne blanche, ben ça peut résulter, Résulter, on peut faire.
à la mort de quelqu'un ou des complications dans un cas de quelqu'un. C'est là que ça devrait vraiment, vraiment dangereux, honnêtement. Vas-y. Non, en fait, j'allais faire du pouce là-dessus parce que j'étais comme, tu sais, des fois, on va le voir, là, tu sais, dans le système, par exemple, une personne qui va chercher à avoir un certain médicament parce qu'elle se sent pas bien, le médecin qui va pas vouloir lui prescrire. Tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, j'ai plein d'exemples de gens qui m'ont raconté telle chose. Puis, tu sais, juste, j'ai l'exemple là, qui me vient en tête, là, mettons, là, les arrêts maladie, là, quand tu vas au travail ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'avais un gars qui me parlait puis qui me disait, tu sais, moi, je suis en dépression, puis j'étais comme, mais tu travailles? Puis il était comme, ben, mon médecin m'a donné 1 mois. Après, il m'a dit, tu retournes. Puis tu sais, à côté, tu as des gens qui sont comme, ah, là, je suis fatiguée, je vais aller voir mon médecin. Ils sont partis pendant 6 mois. Puis t'es comme, mais, tu sais, à quelque part, ça dépend du médecin aussi. Bon, c'est pas tous les médecins, blablabla. Mais je veux dire, souvent, tu vas voir ça, puis ça va être comme fréquent où est-ce que tu vas voir des gens que t'es comme, mais, où ils sont vraiment des bons comédiens quand ils arrivent devant le médecin, plus que quand ils sont devant nous. Mais des fois, t'es comme, je comprends pas comment ça se fait que toi, tu es encore au travail. Les médecins veulent pas m'arrêter. Ouais. C'est logique. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on internalise ces genres de concepts-là. Fait que souvent, les femmes noires puis les hommes noirs, ben, aller chez le médecin, ça va. Ça va. Fait que là, ils accumulent. Puis là, quand ça va pas, ça fait longtemps que ça va pas. Quand ça va pas, ben, ça va vraiment pas. Quand on aurait pu faire de la prévention. Mais pourquoi faire de la prévention si je vais me faire tourner de bord, arriver à l'hôpital? Pourquoi faire de la prévention si quand je vais parler à mon médecin, il y a un certain dédain ou un certain... On va pas me prendre au sérieux. Pas envie de vivre ça, là. Parce que déjà, puis tu sais, on va le dire, là, quand on parle de santé mentale encore plus, là, je veux dire, si j'ai un 3e bras qui me pousse, que je sais pas c'est quoi, puis que ça fait une grosse bosse dans mon épaule, whatever, je vais aller voir le médecin, je vais montrer la bosse. Mais si je vais, puis que déjà, dans la culture, on s'entend de dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide au niveau de ma santé mentale », c'est déjà un tabou qui est difficile à traverser. Puis que là, tu te dis, ben il faut que j'aille voir, je sais pas moi, un psy, ou il faut que j'aille parler à quelqu'un du fait que ça va pas bien, ou il faut que... C'est comme fois 100. Je vais pas y aller du tout. Puis, tu sais, ça va avoir des impacts, justement, j'imagine, sur le taux de suicide, sur le taux de dépression, le taux de gens qui sont pas capables d'être fonctionnels dans la communauté. Tu sais, c'est toutes des choses qui vont avoir un impact, là. Mais moi, ça me donne le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence puis qui se disent ben, c'est un peu normal, c'est ça la vie. Oui. Oh my God. Ouais. Dans notre en fait, je vais parler de ma culture personnellement. Je suis haïtienne, fait que je vais parler de ça. Mais dans notre culture, oui, quand je parle à mes parents, ben, c'est la vie. Tu vas souffrir dans la vie. C'est juste ça qui est ça. C'est ça, il y a l'espèce d'idée de... Tu n'es pas né pour un petit pain, mais quand tu souffres, tu portes ta croix. C'est comme normal. C'est la vie. Tu seras pas... Puis il y a la nuance entre la vie, il y a des péripéties, puis il faut se gérer. Puis je suis dans une souffrance qui, pour de vrai, devrait me rendre pas fonctionnelle, mais j'ai pas le droit de pas être fonctionnelle. Fait que j'y vais envers et contre tous, puis à un moment, j'ai l'impression que ça clash. Puis je sais pas, pour tout le monde, c'est la même chose, mais moi, j'ai l'impression que souvent, quand les gens ils s'en vont à la retraite, ça clash. Parce que là, ils sont plus occupés. Ça clash quand il y a un grand changement de vie, un nouveau bébé, un déménagement. Ça clash quand il faut s'adapter à plusieurs choses, mais que à la base, ma base, elle n'était pas solide. Je me dis, dans le système et dans l'intersectionnalité, c'est quoi les solutions qu'on peut apporter? C'est quoi le message qu'il faut dire à tous ces afrodescendants qui nous écoutent? Tania, Junior? Personnellement, moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment que l'éducation, et pas, tu sais, oui, l'éducation, l'école et tout, mais l'éducation est nécessaire. Moi, j'ai été chanceuse, je suis allée à l'école dans les sciences sociales. J'ai été très ouverte à en apprendre plus. Mais je pense que c'est important d'éduquer nos enfants, de leur apprendre l'importance de prendre soin de soi, que ce soit physique, que ce soit mental. C'est important. C'est pas parce que tu pleures que tu es faible. C'est pas parce que tu te sens pas bien que tu es faible. Tu as le droit de ne pas te sentir bien et il faut prendre soin de toi. Parce que ta vie, elle s'arrête pas après 18, elle s'arrête pas après 20. Bon, pour certains, mais en général, non. Fait qu'il faut vraiment, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes que c'est après leur retraite qui réalisent qu'ils auraient pu avoir une meilleure vie et avoir une meilleure fin de vie. Fait que moi, pour l'éducation, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. La psychologie devrait être au secondaire déjà. Moi, je tiens à dire, je comprends pas pourquoi on ne nous apprend pas plus sur la santé mentale quand on est jeune. Surtout,
je pense que c'est un truc qui pourrait être introduit pour les prochaines générations parce qu'ils sont un peu plus... la psychologie, c'est un peu plus rendu du pop culture un peu, où ils utilisent des termes genre anxiété puis dépression. Nous, c'était un peu moins, là. Je Clairement. À part le TDAH, là, t'entendais pas parler de rien, là. Non. Un trouble d'opposition, de fois de temps en temps, celui qui se sauvait dans l'école. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais maintenant, tu sais, j'entends les jeunes parler, puis ils peuvent être beaucoup mieux outillés qu'on l'a été, puis leur perspective de la vie est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus malléable, I would say, mais que nous, on l'a. Nous, c'était beaucoup plus rigide, tu sais. Genre, si tu pleures, ben, il y a un problème. Surtout si tu es un homme, tu pleures, c'est quoi ton problème? Il y a encore ce genre de pensée-là, mais les enfants sont beaucoup plus ouverts à « Mais non, mais ils ne se sentent pas bien, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? » On va se poser des questions. Fait que je pense que, tu sais, oui, je dis psychologie, mais il y a plein d'autres sujets qui pourraient être introduits au secondaire pour que les gens aient une chance. Ouais. Mais, tu sais, pour que les gens, mettons, moi, je suis une femme noire, que je sache que l'intersectionnalité existe, que, tu sais, je vais être victime de certaines choses, blablabla. Mais je pense aussi que par cette éducation-là, on peut en venir à faire des modifications dans le système. Absolument. Parce que, je veux dire, même si je suis une femme ou un homme blanc, si moi, je deviens médecin puis que je suis sensibilisée à ça depuis que je suis en 6e année du primaire, ben quand je vais arriver puis que je vais prescrire mes trucs, ben ça sera pas nécessairement la même chose. Fait que je pense que ça aussi, c'est important de parler de, oui, psychologie, mais aussi de diversité à nos enfants. Puis, tu sais, je pense que ça reste quelque chose qui est très, très, très tabou parce que les profs ne sont pas nécessairement à l'aise de le faire. Il n'y a pas nécessairement de contenu clé en main qui existe. Et les familles et les parents peuvent aussi être très réfractaires. Tu sais, on le voit juste avec l'éducation à la sexualité. L'école essaie de parler de sexualité. Il y a des gens qui sont absents cette journée-là. Tu sais, tu le vois passer. Tu le vois passer sur les réseaux sociaux. J'ai reçu une lettre. Ils vont parler de sexualité à l'école de ma fille jeudi. Je pense ne pas l'envoyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, tu vois les commentaires. Ouais, moi, je ne l'envoie jamais. Fait que, tu sais, on voit ça pour la sexualité parce qu'ils pensent qu'on va rendre leurs enfants gays ou transgenres. Fait qu'on va voir ça aussi pour les gens qui essaient de... Bon, on parle de différences culturelles, on essaie de rentrer mon enfant dans telle culture, on essaie d'enlever les valeurs que j'ai inculquées. Fait que ça vient heurter les familles. Puis je pense que c'est ça nécessairement que les gens n'osent pas. Tu sais, moi, j'arrive en tant que prof, là, puis je ferais ça, j'aurais peur du backlash, puis j'aurais peur de ce que ça aurait comme impact. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité des écoles à éduquer les parents aussi. Parce que des fois, ils vont être comme « Ouais, ben, je vais pas laisser mon enfant aller parler de sexualité à l'école. Non, tu vas le turn gay. » Mais quand tu leur demandes « OK, mais c'est quoi le contenu du cours? » Ben, ils le savent pas. Ils disent juste « Ben, ils vont dire à mon enfant que c'est OK d'être gay puis qu'il devrait être gay. » Non, c'est pas ça qu'on explique. On explique que ben, être gay, c'est quelque chose qui existe et qui est correct. Et je trouve que c'est important parce que dans ta vie, ben, tu vas croiser des gens qui sont gays. Faut que tu sois exposé à ça un minimum. Fait qu'il y a aussi de l'éducation à faire pour les adultes aussi. Mais là, c'est là aussi que je pense que pour être dans les écoles, des fois, c'est difficile de se dire, là, il faut que j'éduque le parent pour qu'il éduque son enfant, puis il faut que j'éduque le parent pour l'éduquer, point, parce que lui, il l'a pas eu. Mais c'est pas à l'école d'éduquer les parents. Fait que c'est comment qu'on rejoint ces parents-là. Ben, c'est comment qu'on les rejoint, puis c'est un message de société, c'est pas où ça va passer. C'est pas où que ça va passer. Surtout si le système est comme, je sais pas de quoi vous parlez. On va pas te donner là-dessus. Non. Nous, regardez, tout le monde est égal. On n'a aucune donnée pour vous pauvrir, mais c'est ça. Exactement. Parce qu'il y en a pas. Mais tu sais, c'est comme... Ben, en fait, je sais pas. Je vais peut-être dire quelque chose qui a par rapport, là, mais tu sais, les maladies là, qui testent là, quand tu nais, ils font tester pour l'anémie falciforme, mais ils font tester tout le monde, même les bébés blancs. Ben oui, mais c'est ça. Je n'étais pas sûre, mais c'est ça. Mais c'est vraiment... on est dans cette société-là. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment comme tout le monde. One size fit all. C'est... Oh my God. Mais là, tu stretches, mais t'es comme non, ça ne fit pas. Puis il y a aussi, tu sais, moi, des choses que j'ai entendues par rapport au système, puis par rapport aux mères, puis tout ça, puis les gens qui deviennent maman et tout, c'est le manque de confiance. J'ai pas confiance au système, fait que je dis pas. Fait qu'il y a beaucoup, par exemple, de mères qui ont des difficultés pendant leur accouchement, mais qui n'ont pas osé dire, ou qui l'ont dit, puis qu'on les a pas tant entendus, un ou l'autre, alors qu'il y a des médecins, des médecins noirs qui ont travaillé à faire des études, puis ils ont dit qu'il y avait beaucoup moins de complications, mais ils étaient beaucoup plus à l'écoute et ils savaient créer un lien de confiance parce que
t'as pas beaucoup de temps finalement avec ton médecin. Tu vas pas prendre un café avec lui et dire, bon, regardez, moi, je suis une personne là, d'habitude, je parle pas. Fait que quand je parle, c'est vraiment sérieux. Tu sais, il n'y a pas ça qui se crée. Il y a comme l'espèce d'effet de, faut passer le dossier, il faut passer la carte, il faut passer même le temps que la personne est fait à l'hôpital. Tu sais, à un moment donné, il faut un roulement. Fait qu'il faut qu'il sorte ton bébé. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est là. Tu prends un lit, là. Tu sais, c'est long, là. Fait qu'on va... On va un petit peu plus enchaîner comme machinalement, alors que c'est quelque chose qui devrait être peut-être un peu plus naturel, un peu moins dans le rush, un peu plus dans la vraie écoute. Fait que ça aussi, je me dis, est-ce que les gens dans notre système, ils sont prêts à faire, entre guillemets, cet apprentissage-là, puis prendre conscience de la vraie réalité? Tu sais, la maman, là, qui semble inconfortable quand vous demandez comment ça se passe pour vous, mais toi, tu pas dans ton radar. Là. Ton intelligence émotionnelle ne voit pas que la madame... Non, ce n'est pas une contraction qui la dérange, c'est qu'elle n'a pas envie de te dire les choses ou tu n'as pas... Est-ce qu'un médecin est supposé avoir le feeling de « Madame, on dirait que vous me cachez quelque chose, madame? » Quand je vous repose la question une deuxième fois parce que là, j'ai l'impression que l'information n'est peut-être pas juste. Puis juste ça peut faire que quelqu'un donne une information juste, fait que je ne sais pas. Je pense que ça, c'est quelque chose de très vrai que tu dis, mais je pense que c'est très vrai tant pour ce domaine-là que d'autres domaines. Combien de gens qu'on voit qui cachent des choses à l'école, par exemple, parce que si mes enfants savent que... Si l'école sait que mes enfants ont telle chose ou qui ont tel suivi ou qui ont tel diagnostic, ça va être problématique pour mon enfant. Je ne fais pas confiance. Fait que je pense que la confiance n'est pas juste envers le système médical. La confiance est envers le système scolaire. La confiance est envers le système de justice. Les gens aiment mieux aller se faire justice eux-mêmes que d'aller porter plainte à la police, par exemple. Ça aussi, c'est une réalité. Fait que c'est dans toutes ces sphères-là, c'est dans toutes ces choses-là. Fait que, c'est décourageant, c'est comme trop gros. Je me suis comme rendu compte que tu disais quelque chose qui était huge. Hein? T'as fini de le dire, là. T'as déposé ta bombe. Mais c'est une réalité dans laquelle le fossé ne peut pas continuer à se creuser. Là. Une personne racisée, vas-tu dire à son enfant, fais pas confiance à la police ou fais confiance à la police? Si un policier vient te parler, tu lui dis tout ou tu en gardes un bout? Hey, rappelle-toi, tu es cette couleur-là? Ou, ça aussi, là, dans les différents systèmes, comment les gens ils devraient l'aborder? Et là, je pose la question bien ouvertement parce que moi, je n'ai pas eu aucune discussion comme ça avec mes enfants. Là, mais Non. Pas encore. T'as pas fait la comptine? C'est dans quoi? C'est dans la Kainu, là, qui fait la comptine si la police t'arrête. Puis là, le gars ado, il se fait arrêter puis il se souvient de la comptine de son père. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Non, j'ai pas fait ça. Toi, t'as fait ça? Non. OK, je suis comme... Parce que j'aimerais bien savoir, parce que là, je me rends compte que... À chaque podcast, je me rends compte qu'il y a des grandes discussions qu'il faut que j'ai avec ma fille. Mais c'est quoi la discussion à avoir? C'est quoi la bonne pratique pour la société dans laquelle on est pour de vrai? Là, tu nous poses la question, c'est quoi la bonne pratique? On discute, on parle. Là. Sachez que rien qui est dit ici ne doit être pris 100%... c'est nos opinions personnelles. C'est notre opinion personnelle et tout. Mais tu sais, comme elle disait tantôt, c'est important d'en parler tôt. Fait que si on sait que l'école ne le fait pas, moi, je pense que c'est important d'avoir des conversations sur plein de sujets avec nos enfants. Puis nos enfants, ils voient des choses, là. Moi, tu sais, à la caserne de pompiers, à côté de chez nous, il y a un pompier noir. OK? Maintenant, il y a une pompière. On l'a vu la dernière fois aux portes ouvertes. Mes enfants, on est allés visiter la caserne de pompiers. Là, il faisait une démonstration de feu. Une pompière faisait une démonstration de feu de cuisine, tu sais, avec tout son habit de pompière et tout. Puis là, après ça, on était comme aux enfants, voulez-vous prendre une photo? Puis il était comme, on peut prendre une photo avec lui? Le gars, il était comme, ouais. Puis là, je pense que j'étais avec les enfants de en tout cas, il y a un des enfants qui était là qui a dit, c'est le seul qui est notre couleur. Puis là, j'étais comme, mais c'est ça. Fait que, après ça, on en a parlé, mais ça aussi, on voit qu'il y a beaucoup de racisme dans par exemple, les pompiers, on l'a vu, il y a eu des sorties dans les médias et tout. Fait que c'est sûr que déjà, la représentation, je pense que c'est un premier pas. Un premier pas vers ça, avoir des conversations avec les enfants dès qu'ils sont jeunes, et ça pour tous les domaines, toutes les institutions, toutes les façons de faire. Je pense que c'est vrai. Là, on a parlé du système d'éducation, on a parlé du système de santé, on a parlé du système médical, mais je revois aussi, là, c'est qui disait ça pour aller chercher les hypothèques, les prêts dans les banques, etc. Là aussi, il y a des inégalités. Tu sais, comme... It's all over the world. Mais là, ce que tu dis aussi, là, ça ramène aux parents qui vont dire tu peux être docteur, avocat, ingénieur. Mais non, il y a d'autres métiers. Il faut aller dans ces autres métiers-là. Il faut s'ouvrir, il faut s'intéresser. Mais en même temps, ça ramène à ça. Mais on comprend pourquoi. Parce que si les docteurs blancs nous aident pas, si les avocats blancs nous défendent, tu sais, la mentalité, là, mettons, ben, ça veut dire qu'il faut que vous y allez pour prendre, être l'élite de demain un peu pour nous défendre. Pour défendre je comprends. C'est des emplois prestigieux, c'est des carrières prestigieuses et en plus, vous allez faire une différence.
sais, peut-être que pour les parents, c'est plus facile de voir tu vas faire une différence en étant médecin que faire une différence en étant pompier. Psychoéducateur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Mais il y a de l'espoir, surtout parce que dans mon projet que j'ai fait, j'ai interviewé une étudiante en médecine noire, puis elle m'expliquait que, il y a encore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire, mais le travail est en train de se faire. Juste le fait qu'il y a une association des médecins noirs, c'est huge, huge. Puis, il y a beaucoup de maladresse, ça se dit? Maladresse, de la part des profs, mais il y a un désir d'avoir de l'éducation à un certain moment. Oui, exactement. Ouais. C'est comme la pensée que les Noirs, on a une plus grande tolérance que les personnes blanches, mais ça, c'est quelque chose que j'ai adressé pendant l'interview, puis ça change. Ça change un petit, c'est très petit parce qu'ils ont beaucoup d'études à faire encore, mais ça donne de l'espoir pour le futur parce qu'il y a des médecins noirs et ils sont impliqués, ce qui est extrêmement important. Mais je pense que c'est vrai dans tous les domaines, puis je pense que c'est vrai de le nommer aussi dans tous les domaines, qu'on le dit que quand on le voit gros, c'est hyper gros, mais que même dans les écoles, il y a des gens qui sont ouverts à la diversité, il y a des gens qui vont l'inclure dans leur classe, il y a des gens qui vont l'inculquer déjà aux enfants. Mais je pense que tu as dit quelque chose qui est super intéressant quand tu parlais de maladresse. Il y a la maladresse, puis il y a le fait d'être à l'aise. Puis des fois, ça peut être, là, je veux dire, il y en a même des profs caucasiens, mettons, ou des personnes caucasiennes qui vont avoir cette sensibilité-là, puis qui vont quand même être des très bons médecins, puis ou profs, ou n'importe quoi, puis être capables d'aller chercher ça. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier. Puis je pense qu'il faut comprendre que, tu sais, quand on dit que c'est gros, puis que c'est compliqué, puis que, oh mon Dieu, mais il ne faut justement pas sous-estimer toutes les petites gouttes que ces personnes-là sont en train de semer. Parce que si moi, je suis un prof, puis que j'ai 25 élèves dans ma classe du primaire ou 30 élèves dans ma classe du secondaire, c'est peut-être trop, je sais pas, mais... c'est déjà, ça fait 30 personnes qui vont entendre le message, 30 personnes chez qui ça va peut-être venir dissiper le malaise, puis qui vont être à l'aise après ça de parler, même si je suis une personne caucasienne, même si whatever, d'arriver puis de dire, tu sais Manu, quand je te regarde avec ton apparence physique, la couleur de ta peau, le fait que tu es une femme, tes dreads, etc., ben je sais que dans tel contexte, tu pourrais être plus encline à te faire dire telle affaire, alors que moi, non. Puis, tu sais, comme qu'ils vont aller éduquer un peu autour. Ouais. Tout à fait. Puis... il est là l'espoir. Oui, il est là l'espoir. Puis les enfants aussi, les enfants posent des questions, souvent qui sont des questions tout à fait légitimes, puis ça crée des malaises. Ça crée des malaises pour les parents qui ne savent pas quoi répondre. Ça crée des malaises parfois qu'on fait juste faire ça devenir un tabou parce que les enfants, surtout quand ils sont dans des milieux où est-ce qu'il y a beaucoup de diversité, ils vont poser la question, ils vont vouloir savoir, puis il faut chercher à trouver une réponse à leur donner, même si c'est maladroit, à la place que de juste, ça se pose pas cette question-là. Expliquer à son enfant qu'il y a un mois d'histoire des Noirs, puis lui dire, ah, ben tu sais, il y a une histoire des Noirs. Puis l'enfant est comme, mais c'est quoi l'histoire des Noirs? Puis t'es comme, OK. Ce matin, à 7h15, pas encore bu mon café. Laisse-moi t'expliquer, il y a des gens à un moment qui pensaient qu'on était moins que les autres. Et que on pouvait être des esclaves. Tu sais, un esclave, là, quelqu'un qu'on ne paye pas, puis tout ça. Puis là, ton enfant te regarde comme, c'est sûr, c'est une joke, ce que tu me racontes. Puis tu es comme, ah ben oui, de tes 7 ans, c'est sûr, pour toi, c'est une joke, là, ça se peut pas. Mais oui, puis là, on veut se rappeler de ça pour ne pas recommencer. Tu sais. On ne veut pas refaire les mêmes... On ne veut pas recommencer, puis... ça sert l'histoire. Il faut qu'on se rappelle de l'histoire pour ne pas refaire la même histoire. En même temps, oui et non, parce que regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde avec les guerres et tout. On apprend en tout cas, mais c'était pas là que j'allais quand je disais que j'étais comme un peu remplie d'espoir. J'étais dans le vent du futur. Je tiens à dire que j'ai eu la même pensée. C'est-à-dire, on va plus le refaire, puis j'étais comme... On est pas mal en train de le refaire une deuxième fois. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi important que les gens comprennent que ça s'est passé pour comprendre l'impact que ça a. Parce que même si nous, on n'a pas vécu l'esclavage directement, ça vient avoir un effet sur les pensées. Tu sais, je sais pas, c'est une hypothèse qui sort de ma tête, j'ai pas lu de recherche là-dessus ou quoi que ce soit, mais le fait que les Noirs ressentent pas la douleur ou sont plus tolérants à la douleur, ben c'est sûrement venu du fait qu'on les fouettait puis on voulait se déculpabiliser de les voir saigner puis de les voir pleurer. Fait qu'on se disait, leur peau est plus épaisse, fait que je peux les fouetter puis ils ont pas mal. Tu sais, je veux dire, c'est une hypothèse, là, mais je veux dire, dans ma tête, ça fait du sens. Mais il y a plein de trucs comme ça qu'on se dit que
c'est quand il disait justement, c'est pas les outils gynécologiques qui testaient sur des femmes noires parce qu'ils ressentaient pas la douleur. Oui, ben c'est ça. Fait que c'est un peu une justification que justement pour que le monde avance, on a eu à subir ça en tant que peuple, entre guillemets. Fait que je pense que ça, tu sais, ça par exemple, j'ai lu des études là-dessus, l'impact par exemple de l'esclavage que ça peut avoir à travers les générations, même si toi tu l'as pas vécu, ben je pense que c'est ça aussi quand on explique à nos enfants, c'est que ça va avoir un impact sur comment tu vas vivre ta vie, que ce soit parce que toi-même, tu as des choses à l'intérieur de toi ou que ce soit parce que tu évolues dans une société qui a des croyances en lien avec ça, ça va avoir un impact. C'est pour ça qu'on est fait plus fort. De manière générale, on est supposé être fait plus fort. Puis là, strong black woman, mais strong man, puis tout doit être plus fort, plus parce que... Mais on a été déshumanisés tellement longtemps que ces croyances, ben, on les croit aussi nous-mêmes, hein? Ouais. Puis il y a une partie qui reste, puis là, les gens ils vont dire non, c'est pas du racisme, puis tout ça, mais il y a quelque chose de inhumain de se dire toi je te donne un coup de pied, toi je te donne un coup de pied, mais toi ça va te faire moins mal. Voyons donc. Ouais. Je suis pas un humain, je suis quoi? Je suis une table. Oui. Ouais. Fait que c'est ces subtilités-là, je pense que les discussions comme aujourd'hui peuvent apporter pour aider les gens à réaliser des fois aussi qu'est-ce qu'eux ils véhiculent ou ce qu'ils projettent, ou que ça soit peu importe la culture, là. Par rapport à être un afrodescendant, c'est être quelqu'un qui croit. Il reste quoi de ça pour de vrai, puis qu'est-ce qu'on en apprend, puis qu'est-ce qu'on garde comme chaîne personnelle. Là. Vraiment, c'est super intéressant comme conversation, tellement intéressant qu'on ne voit pas le temps passer et qu'on est déjà rendu à la fin. Je te le dis, arrête de me dire impossible à chaque fois. Non, mais à chaque fois, on dirait que c'est scripté. Non, mais c'est parce que le temps... C'est moi, la perception du temps. C'est vrai. Là, je suis comme, OK, là, on va y poser plus de questions, mais non. Mais moi, j'ai envie de savoir, je sais que tu étais un petit peu nerveuse, par exemple, au début. Comment ça s'est passé? Finalement, ça a bien été? Super bien passé. On est accueillants, ça va bien, on jase, on discute. Fait que voilà. Ouais. Ça a vraiment été un plaisir de faire ta rencontre et de discuter avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Vraiment. Je vais dire reçu. On se rappellera que ça va passer sur YouTube et que plein de gens vont le voir, mais c'est parfait. C'est parfait comme ça. Ça va peut-être devenir un nouveau mot dans le dictionnaire, recevu. Tania l'avait dit, alors maintenant on peut le dire. Oui, c'est ça. Tu vas peut-être devenir une personne célèbre. Tu vas être un memes, recevu. Non, c'est rare. Alors, dis-moi, Tania, si les gens veulent te contacter, ils veulent avoir accès à toi, par où ils passent? Par LinkedIn. Oui. Mon nom. Très, très, très simple. Sinon aussi, mon Instagram, toujours envoyer un petit message si vous voulez en savoir plus. Ouais, c'est aussi mon nom. Fait voilà. Quand même très simple. Parfait. Merci, Tania. Et nous, ben, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Afrodescendant, le podcast, TikTok. Allez vous abonner sur YouTube et quoi d'autre? On a un Patreon, puis on va aller vers le Patreon. Oui, on va aller vers le Patreon. Oui, le Patreon. Voilà. Pour entendre les questions exclusives du public, on a besoin de vous sur Patreon. Alors, juste fermer la fenêtre, puis changer, puis ouvrez Patreon. Vous allez nous trouver. Voilà.